La démission du président de la Cour constitutionnelle et la manifestation de quelques formations politiques dans notre pays ont constitué la grande actualité débattue au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue au DH à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va bien sûr passer en revue cette actualité avant d'aborder comme thème l'examen périodique universel. Et pour le dire, je ne suis pas seul, je suis accompagné de maître Henri Wemboloa, qui est président de l'AUDF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Il est aussi coordonnateur du REPRODEV. Bonsoir maître et bienvenue à cette émission. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, maître Henri Wemboloa, la démission du PGR, comme je viens de l'annoncer, défraie la chronique. Votre lecture, quelle lecture vous avez faite de cette démission? Merci madame pour la question posée. C'est vrai que la démission du président de la Cour constitutionnelle, M. Luamba Benoît, défraye la chronique. Il a démissionné, il n'a pas démissionné, et des correspondances dans tous les sens. Nous comprenons qu'il y a un malaise au niveau des institutions. Il est normal que toute personne puisse démissionner lorsque la santé ne le permet pas ou pour convenance personnelle. Mais ici, la démission crée beaucoup de suspicions. Il y en a même qui disent qu'il y a des forcings pour empêcher la démission. Et là, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Pourquoi tout cet imbroglio autour de cette démission? C'est vrai que il pouvait finir son mandat dans quelques mois. Et il se fait automatiquement un renouvellement par tirage au sort au niveau de la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, là, on a pris acte de cette démission et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle devra connaître des nominations d'une autre personne qui va remplacer le président et après, ils vont désigner qui sera le président de la Cour constitutionnelle, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour nous, nous considérons que c'est le moment pour que tous les magistrats, tous les juges de la Cour constitutionnelle et tous les politiciens puissent se rendre à l'évidence que le peuple congolais a besoin d'une justice saine et indépendante. Vous avez vu avec des manifestations, il y a lieu que le Conseil supérieur de la magistrature fasse correctement son travail. Parce que la même population qui est descendue contre des lois, accusée de propositions liberticides, cette même population qui subirait des violations graves des droits de l'homme dans le domaine de la justice peut encore descendre contre les magistrats. Voilà pourquoi nous disons que c'est le moment ou jamais que le Conseil supérieur de la magistrature, avec l'ensemble des magistrats, prouve de quoi ils sont capables pour rendre une justice saine et indépendante pour la population. Faut-il aussi qu'on puisse donner les moyens nécessaires pour les magistrats et autres personnels judiciaires. Merci. Merci maître Henri de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec cette émission en train de parler de la manifestation qu'ont connu deux grandes formations politiques, l'UDPS et aussi MLC, mais aussi parler de la Covid-19 et la gestion de cette pandémie dans notre pays avec le monitoring par Bodek. Maître Henri, il y a eu manifestation d'abord la semaine écoulée de l'UDPS
et cette semaine avec les MLC, la situation des droits de l'homme que vous pouvez relever là-dessus, mais aussi la gestion de la Covid-19 et ces rapports donnés par Bodek. Pardon. Okay. Merci madame pour les questions. Si j'oublie, vous allez me rappeler. Je commence par la question des manifestations. Le 9 juillet, il y a manifestation de l'UDPS. Le 13 juillet, il y a eu manifestation de MLC. Ce sont des manifestations à propos de la question de la désignation ou l'entérinement de la désignation de président de la CENI. C'est vrai qu'il y a la liberté de manifester, c'est vraiment fondamental. Tout être humain doit trouver une occasion pour s'exprimer. Il veut, il ne veut pas. Ça fait partie des droits inhérents à un être humain et on doit le respecter. Ici, nous félicitons de tout cœur la police qui a fait un travail correct dans l'ensemble parce qu'elle a laissé les gens manifester d'une part. Et on peut regretter, nous devons regretter certains comportements de quelques agents. Parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu mort d'homme à Lubumbashi, il y a eu mort d'homme à Kinshasa. Et on a regretté aussi un comportement déviant de quelques éléments de la police qui ont agressé même un agent de la MONUSCO, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça, c'est à l'Est à Goma. Il faut poursuivre ces gens-là pour démontrer que la RDC est là pour respecter les défenseurs des droits de l'homme. C'est par rapport à la manifestation, nous demandons que la RDC publie au journal officiel la loi portant modalité d'exercice de la liberté de manifester. Il y a eu une loi qui a été votée pendant la législature passée, démontrer au moins la bonne foi, la bonne volonté de publier cela au journal officiel, avec la conséquence que les organisateurs sauront quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations. Les autorités politico-administratives sauront comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'on attend d'elles et où sont leurs limites. À l'instant, nous avons la Constitution qui dit clairement que on donne l'information de la manifestation et on prévoit qu'il faut une loi organique, une loi. Mais cette loi a été votée pendant la législature passée, retournée, réélue, tout ça. On voudrait que la loi soit publiée au journal officiel. Ça va éviter tous les méli-mélos, tous les désordres que nous rencontrons dans ce problème-là des manifestations. Parce que manifestations, il y en aura toujours. Tant qu'il y aura des problèmes, il y aura des manifestations. Et s'il y a une loi, chacun sait s'en tenir à quoi il doit faire. Les manifestants doivent éviter aussi de recourir à la violence, parce que nous parlons des manifestations pacifiques. À la deuxième question, madame, vous avez demandé la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Nous sommes informés qu'il y a déjà une inspection qui est sur terrain. Parce que les gens ne comprennent pas, par exemple, comment le corps médical, ces hommes en tenue blanche, qui bravent tous les obstacles et qui acceptent le sacrifice suprême, il y en a qui sont morts à cause de ça. Mais des gens qui sont sur le terrain, on ne les paye pas. Il est normal, et nous l'encourageons, qu'il y ait des enquêtes minutieuses. Et s'il y a eu détournement, que les responsables puissent répondre en justice. Au finish, retourner ce qu'il faut à l'État. Ça va aider la RDC d'assainir un peu l'économie du pays et la transparence dans la gestion et tout ce que nous voulons. Et le Bodek, qui est le bouclier pour les droits de l'homme dans le contexte électoral en RDC,
s'est intéressé à la question de la gestion de la question du coronavirus. Bien entendu, on voudrait voir comment ça se fait sur le terrain. Il y a eu beaucoup de malaise, il y a eu beaucoup de cachots pleins. Là, on ne respecte pas la distanciation. Il y a eu des prisons pleines. L'ordonnance, oui, d'accord, c'est une bonne chose qui est venue. Et nous espérons qu'il faut aller encore avec beaucoup d'autres libérations pour vraiment décongestionner les prisons de notre pays. Coronavirus, nous craignons encore. Et nous en appelons à la conscience de tout un chacun. Les mesures barrières, il faut les respecter. Même si on arrive aujourd'hui à autoriser que le service reprenne, que l'école ouvre les portes, il y a des mesures qui doivent être respectées pour éviter une calamité qu'on ne saura pas gérer. Voilà, madame, je crois avoir répondu à vos questions. Et nous continuons avec le plaidoyer. Et il y a eu beaucoup d'abus de la part des policiers. Il y a aussi des choses que l'on doit dire pour améliorer prochainement. Parce que état d'urgence ne signifie pas privation totale des droits aux personnes. L'article 61 de la Constitution est clair. Même en temps de circonstances d'état d'urgence, état d'exception, il y a des droits indérogeables. Combien de personnes sont arrêtées? On a gardé leur dossier pendant 3 mois. Il y en a qui sont arrêtés, qui étaient déjà en détention préventive de longue durée. On laisse stopper leurs affaires, pourrir. C'est autant de situations. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire et pouvoir améliorer cette question. Et lorsque les institutions sont stables, on gère mieux et facilement les choses. Mais lorsqu'il y a des problèmes dans les institutions, avec un événement comme celui qu'on vient de connaître, de Covid, ça crée beaucoup d'ennuis et beaucoup de violations des droits de l'homme. Merci à Maître Henri de toutes ces explications sur l'actualité. Fidèles téléspectateurs, là nous continuons avec cette émission pour parler de l'EPU, l'examen périodique universel, un mécanisme des Nations Unies mis en place pour contrôler les États, la situation des droits de l'homme. Maître Henri, là, à qui profitent toutes les recommandations de cet examen périodique? Comment est-ce que ça s'est fait pour que les Nations Unies aient la température du respect ou du non-respect de la situation des droits de l'homme dans beaucoup de pays du monde? EPU, il ne faut pas dire EPU. EPU signifie examen périodique universel. Les anglophones parlent de UPR. UPR, ça signifie Universal Periodic Review. Voilà. L'examen périodique universel, c'est un mécanisme important et très important du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour examiner la situation des droits de l'homme dans chaque pays pendant une période bien déterminée. Il s'agit de 4 ans et demi. Un État se retrouve devant tous les autres États du monde et on passe en revue sa situation des droits de l'homme. Qu'est-ce qui est fait de bon pour la promotion des droits de l'homme, la protection? Quels sont les défis à relever? Et il y a un dialogue important entre l'État et des experts des Nations Unies pour aider le pays à améliorer sa situation des droits de l'homme. On parlait de la Troïka et 3 pays qui sont désignés pour faire ce suivi. Et donc, tous les États se retrouvent à un moment pour échanger avec les représentants d'un État ou d'un gouvernement. Comme en RDC, le ministre des Droits humains avec une délégation, ministre des Affaires étrangères, le comité interministériel des droits de l'homme. Il y a aussi des ONG qui participent à cet exercice. Et c'est tout autre pays du monde qui prend la parole pour féliciter le pays par rapport à telles avancées qui ont été faites et aussi pour formuler des recommandations par rapport à cette question améliorée. Faites ça, suivez des bonnes pratiques comme les autres États. Et donc,
EPU, c'est ce mécanisme-là qui est très important. Dans le Conseil des droits de l'homme, qui a remplacé la Commission des droits de l'homme, qui était accusée d'être passionnée et ne pas tenir compte de l'égalité de tous les États. Parce que là, il y a certains États qui étaient plus placés au pilori, taxés de violateurs des droits de l'homme. Mais avec l'EPU, tous les États du monde passent dans cet examen important et on formule des recommandations. Qui profitent les recommandations? Là, c'est une question intéressante que vous posez, madame. Toutes les recommandations de l'examen périodique universel profitent aux citoyens de ce pays et à toutes les personnes qui s'y retrouvent. Les personnes qui ont la même nationalité ou d'autres nationalités. Ce sont ceux-là qui profitent des recommandations de l'EPU. Mais, pour les Nations Unies, pour le Conseil des droits de l'homme, c'est déjà une grande satisfaction qu'un État participe aux activités pour améliorer la situation des droits de l'homme. Ça fait partie des missions ou des objectifs des Nations Unies. Le respect des droits de l'homme universel et effectif dans tous les États. Voilà comment l'EPU, pour la RDC par exemple, a formulé plusieurs recommandations. AUDEF plaide pour le moment pour que ces recommandations qui ont été formulées en avril 2019 soient mises en œuvre. Il y en a plusieurs recommandations. Il est temps maintenant de mettre en œuvre ces recommandations parce que les bénéficiaires directs de la mise en œuvre, ce sont les populations. Les recommandations concernent notamment des cas de violation des droits de l'homme, là où il y a eu atteinte, là où il y a eu des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'on tue des personnes dans des manifestations ou dans de telles circonstances par les agents de sécurité. Non, il faut mener des enquêtes, poursuivre les auteurs et une réparation pour les personnes concernées. Merci Maître Henri de toutes ces explications sur l'examen périodique universel des Nations Unies. Fidèles téléspectateurs, là nous tendons vers la fin de ces numéros de DH à la portée de tous. Votre émission, toujours en train de parler des recommandations de cet examen périodique. Mais Maître Henri, là, quelles sont les recommandations principales et spécifiques à notre pays, la RDC, et comment est-ce que cela pourra être mis en œuvre? Madame Sophie, voilà une question intelligible. C'est important de retenir quelques recommandations principales qui ont été formulées pour la RDC et que tout le monde puisse le savoir. D'abord, en ce qui concerne le cadre national, l'examen périodique universel a recommandé certaines lois importantes pour la promotion des droits de l'homme. L'EPU a recommandé aussi des recommandations pour certaines institutions à créer ou à redynamiser et renforcer les capacités. Je commencerai par des lois par exemple. Pour la RDC, il y a aujourd'hui cette question de la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais avant de parler de la protection des défenseurs des droits de l'homme, la question des manifestations, la liberté de manifester, c'est récurrent. Il y a eu beaucoup de morts dans ce pays à cause des manifestations. Et il faut qu'on arrive maintenant à clarifier la situation. Quels sont les droits et les obligations des manifestants ou des acteurs politiques, de la société civile, et quelles sont les obligations et les limites des autorités politico-administratives et voire des policiers. Comment le policier doit-il se comporter pendant la manifestation? Parce qu'il y en a qui croient que quand il y a une manifestation, la police est là et on s'attaque à la police et la police est là pour tuer les gens. Non! Nous devons nous mettre tous debout pour réclamer que la loi qui a déjà été votée pendant la législature passée soit publiée au journal officiel.
et que toute autorité politique, administrative, sache et applique la loi, qui veut que on donne l'information. Ce n'est pas question d'un coup, de revers de la main, d'empêcher manifestation. Non, c'est l'occasion, le moyen pour toute personne de dire ce que l'on pense de la gestion du pays. Ça, c'est de un. Il y a aussi des mécanismes. On a voulu que dans ce pays, nous puissions avoir un mécanisme national de prévention de la torture. Alors, un mécanisme indépendant, avec des personnes qui ont une expertise dans le domaine de la visite des lieux de détention, afin que tous les lieux de détention soient visités, même si le pouvoir judiciaire doit faire l'inspection. À un certain moment, l'ANR, c'était un milieu où on ne pouvait pas arriver. Non, les magistrats doivent s'organiser pour visiter tous les lieux de détention de l'Agence nationale des renseignements. Là où, partout où on arrête les gens, où on détient les gens, le parquet doit y aller. Mais avec le mécanisme national de prévention indépendant, même des personnes, même les ONG, aujourd'hui, on a créé un mécanisme au niveau du ministère des Droits humains qui n'est pas encore opérationnel, parce qu'il ne suffit pas non plus de créer pour les beaux yeux de la communauté internationale. Il faut créer un mécanisme qui soit indépendant et qui puisse faire un travail de terrain concrètement. Nous avons besoin de renforcement de la Commission nationale des droits de l'homme, qui existe, qui a bénéficié d'une dotation même du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNUDH a donné beaucoup de fournitures. C'est pour son indépendance du côté de la communauté internationale, mais du côté du gouvernement aussi, il faut des moyens suffisants pour permettre à cette institution de faire un travail qui est attendu par la population, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie concernés par les droits de l'homme. Mais il y a aussi des recommandations importantes dans plusieurs domaines. Nous prenons par exemple des questions du droit à la vie. Madame, il y a beaucoup de vies, de pertes de vie humaines, de trop. Il y a des questions de sécurité. À l'Est, il y a beaucoup de morts. Ce sont des questions importantes sur lesquelles on devrait miser pour mettre fin à ces guerres-là. Les ADF, les consorts, tout ça, les gens meurent tous les jours. Le droit à la vie est très important. Et tout pouvoir est là pour préserver la vie des personnes. Madame, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'éléments importants sur lesquels on pourra peut-être entrer dans les détails sur les recommandations de l'examen périodique universel pour l'intérêt de populations, ici les populations congolaises, le peuple d'abord. Merci Maître Henri de toutes ces explications sur l'examen périodique des Nations Unies et les recommandations qui sont formulées pour les nations membres, le respect des droits de l'homme et ces contrôles des Nations Unies. Fidèles téléspectateurs, là nous sommes au terme de cette émission. Droits de l'homme à la portée de tous, et nous allons devoir donner un petit dernier mot à notre invité pour pouvoir parler, formuler les recommandations vis-à-vis de l'actualité que nous avons traitée au cours de cette émission, mais pourquoi pas de cet examen périodique des Nations Unies. Merci Madame. Par rapport aux recommandations, AUDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, mène un plaidoyer pour que toutes les recommandations de l'examen périodique universel EPU, de même que les recommandations des organes des traités, soient mises en œuvre, c'est-à-dire qu'elles puissent être appliquées pour améliorer la situation des personnes. De quelles personnes s'agit-il? Comme nous l'avons dit, c'est tous les Congolais, toutes les Congolaises. Et il y a aussi ici des groupes spécifiques et même des groupes vulnérables. Nous prenons les femmes, la parité. Nous prenons les personnes handicapées qui ont besoin et le droit d'être autonomisées et de participer aussi à la gestion de la chose publique. Nous prenons les enfants qui ont beaucoup de droits avec l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les domaines, dans toutes les questions. Mais quand nous parlons de ces droits que nous attendons, c'est aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Avec la coopération avec d'autres États,
la communauté internationale et la société civile de la RDC, notre gouvernement peut relever beaucoup de défis dans le domaine des droits de l'homme. C'est tout ce que nous recommandons, qu'en synergie, un travail se fasse pour mettre en œuvre toutes ces recommandations et on aura amélioré la situation des droits de l'homme en RDC. Et pour un dernier mot, madame, c'est la mort de juge Yagni, que son âme repose en paix et souhaitons que des poursuites judiciaires se fassent avec des enquêtes nécessaires pour que la vérité puisse éclater au grand jour pour l'intérêt de tous. Merci à Maître Henri d'avoir répondu d'abord à notre invitation, mais de toutes ces analyses, cette analyse sur l'actualité, mais aussi les sujets du jour. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et toutes les questions intéressantes posées. Fidèles téléspectateurs, là nous sommes au terme de cette émission et nous remercions de tout cœur Géry Bindele qui l'a réalisé, en disant que la responsabilité de l'État, avoir la charge de la chose publique n'est pas un privilège, mais c'est surtout une redevabilité vis-à-vis de la population. Il faut aussi reconnaître que d'autres infractions, comme la torture, sont des infractions autonomes. Même 1000 ans après, on peut vous poursuivre. Merci de tout cœur aussi à la radio-télévision catholique Elikia, qui est la radio des droits de l'homme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.